Il est remarquable que Thomas d'Aquin fasse un effort considérable pour unifier tout le vocabulaire qui a été utilisé pour désigner l'intelligence. On parle parfois de l'intellect, de l'intelligence, de la raison pratique, de la conscience. Dans tout ce fatras, si vous voulez, Thomas d'Aquin met de l'ordre. On va prendre ces termes les uns après les autres. Quelle différence entre intellect et intelligence? Ça, c'est déjà une question purement de vocabulaire. Intelligence, intelligens, c'est un participe présent, c'est-à-dire c'est l'activité même de l'intellect. On emploiera donc intellect pour désigner la faculté ou la puissance et intelligence pour désigner l'acte de cette intelligence ou de cet intellect, très exactement. Or, comme les anges ont toujours un intellect en acte, vous avez la raison pour laquelle, lorsque Thomas d'Aquin dit « les intelligences », il signifie finalement les anges. De façon un peu plus intéressante, c'est quelle différence entre intellect et raison? Est-ce que nous aurions deux puissances ou deux facultés? Et ça, c'est tout à fait capital. Intellectus et ratio. Non, dit Thomas d'Aquin, nous n'avons qu'une seule puissance, un intellect. Mais elle a deux fonctions. Si vous voulez, l'intellect ou l'intelligence saisit les choses. Pour le dire en un mot, l'intelligence est faite pour voir. Lorsqu'on comprend, vous et moi, quelque chose, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons ce signe avec les mains, et cette fois, j'ai compris, cette fois, je vois ce que vous voulez dire. Et sans cet acte de voir par l'intelligence, il n'y a pas finalement de compréhension. Seulement, cet acte de compréhension n'est pas si facile, et nous devons passer par des démonstrations, des explications, de nombreuses vidéos sur Aquinas, parce qu'on ne peut pas le faire en une seconde. Et donc c'est fastidieux, on passe de l'hypothèse à la conclusion, en passant par des démonstrations. Et toute cette activité qui passe par étapes est une activité de raisonnement. Autrement dit, l'intelligence qui est faite pour voir doit accepter modestement de passer par des étapes. Et on appelle raison l'activité de l'intelligence quand elle passe par ces étapes. Si vous voulez, la raison, c'est la livrée d'humilité de l'intelligence humaine. Elle ne voit pas toujours les choses. Tout de suite, elle est obligée, humblement, de passer par des étapes, de revenir en arrière, parfois de se tromper, mais toujours de revenir à la saisie intellectuelle. Donc intellect et raison, c'est la même faculté, mais dans deux formes d'activité différentes. Il y a ensuite la raison pratique et la raison théorique, ou l'intellect pratique, l'intellect théorique. Y a-t-il une intelligence pour comprendre et une intelligence pour agir? Réponse de Thomas d'Aquin, non. Nous n'avons qu'un seul intellect dont le but est d'abord de comprendre. Et le but de l'intelligence est de saisir la vérité. Accidentellement, il advient que cette vérité puisse être utilisée à des fins pratiques. On disait à cette époque, au XIIIe siècle, que l'intellect spéculatif est pratique par extension. C'est-à-dire ce qu'on a compris dans une science fondamentale, on peut l'utiliser dans des finalités pratiques qui sont d'ordre technique. Ensuite, raison supérieure et raison inférieure. Ça, c'est un terme qui vient de saint Augustin. Y a-t-il une raison humaine ou une intelligence ou un intellect pour comprendre les choses temporelles et une autre pour comprendre les choses éternelles? Non, dit Thomas d'Aquin. Nous élevons rationnellement notre connaissance des choses temporelles jusqu'aux choses temporelles, jusqu'aux choses éternelles. C'est donc la même faculté, la même intelligence, le même intellect qui saisit et les choses qui passent et les réalités qui ne passent pas. Il y a ensuite le sens moral. Et ça, c'est assez remarquable, c'est que l'intellect sait comme intuitivement que nous devons faire le bien et éviter le mal. Et ce sens moral, que traditionnellement on appelait dans un sens technique syndérèse, que les spirituels appellent l'étincelle de l'âme, c'est la fine pointe de l'âme qui fait qu'au cœur de chacun sait ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire, au moins dans ses lignes générales. Voilà pourquoi ce qu'on appelle la syndérèse, c'est un habitus, c'est-à-dire une disposition du seul et même intellect. Et puis la conscience morale.
Est-ce que nous avons l'intelligence quand nous faisons des maths, et puis une autre intelligence quand nous essayons d'agir correctement? Non, dit Thomas d'Aquin, c'est une conscience, il y a le mot science, qui, avec, va appliquer le sens moral, ou ce qu'on appelle la syndérèse, au cas particulier. Dans ce sens-là, et c'est très important, la conscience juge, elle ne décide pas. C'est donc une activité intellectuelle de la conscience qui, avant l'action, nous invite à faire ceci, nous incite à poser telle action ou éviter telle autre, ou après l'action va juger en disant tu as bien fait de le faire, ou au contraire nous investir de remords en disant nous aurions dû faire autrement. Et on voit donc que tout ce vocabulaire de l'intelligence est unifié par Thomas d'Aquin en insistant que nous avons un intellect qui, dans ce sens, a des fonctions différentes. Il n'empêche qu'il y a quand même deux facultés intellectuelles. L'intellect agent d'une part et l'intellect possible d'autre part, l'un passif, l'autre actif, sont, dit Thomas d'Aquin, des puissances différentes. Et ça, le thomisme l'a parfois un tout petit peu oublié, qui avait voulu faire de l'intellect une seule faculté avec deux fonctions actives et passives, mais c'est contradictoire. Une faculté ne peut pas être à la fois active et passive en même temps et sous le même rapport. Donc la bonne nouvelle ou la nouvelle surprenante, c'est que nous avons trois puissances immatérielles, la volonté et deux intellects, l'intellect agent et l'intellect possible.